Bonjour à tous. On va se présenter aujourd'hui pour les Jeudis de la naissance. Le thème, c'est la santé environnementale. Donc, je me présente, je m'appelle Sylvie Amblard, je suis une des sages-femmes en fait, de la maternité d'Arcachon et aujourd'hui avec moi. Donc, Rachel Lalande, auxiliaire de puriculture à la maternité d'Arcachon. Donc aujourd'hui, on voulait vous voir en fait sur la santé environnementale où on a mis un sous-titre en fait, c'était comment construire un environnement favorable à la santé des enfants pour préserver la santé des adultes de demain. On va parler en premier lieu de la santé environnementale de façon très globale et puis après nous verrons dans un deuxième temps les questions les plus souvent demandées autour de cette santé environnementale. Donc, protéger la santé des enfants et des adultes, c'est un véritable enjeu de santé publique. On sait qu'il y a une augmentation importante des troubles de santé chez les enfants, une augmentation également de tout ce qui est maladie chronique en fait chez l'adulte, et ça de manière mondiale. On sait qu'il est reconnu aujourd'hui en fait que notre environnement agit sur notre santé de manière bénéfique ou délétère, et toutes les données scientifiques concordent pour dire qu'il existe vraiment une période particulièrement sensible à l'environnement qui pourrait être capable en fait d'influencer le risque ultérieur de maladie. Et cette période, des 1000 premiers jours de vie qui s'étendent de la conception, durant la grossesse, aux 2 ans de l'enfant. C'est à ce moment-là en fait où la vie débute, où tout ce qu'on va manger, qu'on va boire, qu'on va respirer, qu'on va vivre, peut laisser des marques en fait dans le fonctionnement de notre corps, et ces marques vont influencer notre santé future de manière bénéfique ou non. Sur le schéma qui suit, en fait, et qui représente en fait le parcours d'une vie, on est conçu, on grandit, on vieillit, on voit qu'il y a des éléments qui sont connus pour nous maintenir en bonne santé. C'est les éléments qu'on voit sur le schéma en haut. Donc l'allaitement maternel, une alimentation saine et équilibrée, l'exercice physique, tout ça, c'est des éléments qui sont connus pour être des éléments favorables à la santé. Et puis il y a des éléments un peu moins favorables également. C'est l'exposition aux polluants, ça va être polluants de notre environnement quotidien, le stress, les conditions de vie ou d'autres toxiques comme le tabac. Mais c'est au cours de cette période des 1000 jours que tous ces éléments vont avoir une influence sur notre santé future. On voit sur le schéma d'après, en fait, quand on regarde les effets des actions favorables à la santé, on voit qu'une intervention précoce aide l'organisme à résister à la réparation de maladies. Donc, il est évident qu'il vaut mieux agir tôt que agir trop tard, c'est sûr, mais il n'est jamais trop tard quand même pour agir. On voit que toute intervention jusqu'à l'adolescence est possible avec des effets intéressants. Tout ne se joue pas donc sur cette période des 1000 jours, évidemment, hein, la vie est longue, et améliorer ses conditions de vie reste quand même les meilleures chances pour grandir et vieillir en bonne santé. Alors, un environnement favorable, c'est quoi? Le facteur le plus étudié, ça a quand même été l'alimentation. Déjà pendant la grossesse, le trop peu a des effets. On sait que pour améliorer la santé des mères et des enfants, l'OMS et l'UNICEF ont souhaité remettre l'allaitement maternel au cœur des maternités. Et en 2000, ils ont créé le label Hôpital Ami des bébés, qui permettait aux femmes qui souhaitaient allaiter en fait, de le débuter dans les meilleures conditions. Le bien-être également est un facteur favorable à la santé aussi chez les tout petits. On sait que le stress peut laisser des marques de sensibilité au stress chez les plus grands et les adultes. Le bien-être est augmenté chez les bébés quand ils sont en contact avec leurs parents, et plus les parents sont en contact avec leurs bébés, et plus ils sont sensibles à leurs besoins. Les autres facteurs qui sont des facteurs favorables, c'est évidemment le respect du sommeil de l'enfant, l'activité physique, la découverte et toutes les relations évidemment qu'il peut avoir avec son entourage. Un autre facteur, c'est évidemment une exposition faible aux polluants de l'environnement. En effet, on a beaucoup de données sur la pollution atmosphérique et ses effets sur la santé, notamment sur les effets sur l'asthme. Mais en fait, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur nous affirme qu'après une étude de nos intérieurs, dans lequel nous passons la majorité de notre temps, 80 à 85%, voire plus pour les bébés, l'air est en fait souvent plus pollué qu'à l'extérieur, sauf pic de pollution. On y respire souvent un air chargé de particules chimiques et des polluants allergisants. C'est souvent inodore et invisible, mais on peut également s'en apercevoir avec des petits
des petites sensations, ça sent le propre, hein, souvent c'est présence quand même de composés organiques volatiles, du chlore ou du formaldéhyde. Ça sent le renfermé, on peut suspecter qu'il y a beaucoup de CO2, ça sent le neuf, c'est souvent également présence de solvants, ça sent le plastique, etc. Ça sent l'humidité, présence de moisissures, enfin tout ça c'est des choses qu'on peut ressentir et évidemment dans nos intérieurs, le premier geste à faire, c'est d'aérer au moins 10 minutes et en courant d'air si possible. C'est à partir de 2010, en fait, qu'il y a vraiment une prise de conscience du danger des substances de synthèse issues de l'industrie chimique qu'on va retrouver dans nos intérieurs. On découvre que certains produits d'usage courant, ça peut être les produits d'entretien, les produits d'hygiène, les cosmétiques, les jouets, les éléments de décoration, en fait, pourraient être liés à l'apparition de maladies chroniques non transmissibles et de troubles de la santé. On découvre ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. C'est des substances en fait, qui sont capables de modifier notre système hormonal et de fragiliser notre santé. On en retrouve chez les bébés dès leur naissance. Le placenta ne filtre pas ces substances. On sait que les mamans sont imprégnées de ces substances et elles les transmettent en fait à leur bébé. Ils sont capables d'affaiblir notre système immunitaire, d'affecter également le système reproducteur, le développement intellectuel, le comportement et de contribuer aussi au cancer du sein, de la prostate, testicules, enfin d'interférer vraiment sur notre santé de manière très générale. Et on les retrouve dans beaucoup de produits. Et ils sont difficiles à réglementer parce qu'ils ne répondent pas en fait, aux règles toxicologiques connues jusqu'à maintenant, qui voulaient que ce soit la dose qui fasse le poison. Or, les perturbateurs endocriniens peuvent agir à de très faibles doses et pas des doses plus fortes, d'où la difficulté de donner des seuils en fait. Or, toutes les réglementations qui nous protègent sont en fonction de ces doses seuils. Donc, il y a une évolution évidemment au niveau de cette réglementation, mais c'est des réglementations qui restent lentes en fait à s'établir. On découvre aussi chez ces perturbateurs endocriniens un effet cocktail, c'est-à-dire des molécules qui ne sont pas connues pour être des perturbateurs endocriniens, et qui peuvent, en s'associant avec d'autres, en devenir un. Or, jusque-là, toutes les molécules étaient une à une et pas en association, d'où encore une autre difficulté pour les politiques de prendre des décisions vis-à-vis de ces perturbateurs endocriniens. L'impact de ces perturbateurs il est également variable. Elle va dépendre essentiellement de la période plus sensible, et notamment la période qu'on a vue, la période des 1000 jours. Elle va être aussi, l'action va être en fonction aussi de la durée d'exposition. Or, durant la période des 1000 jours, on sait que les enfants se contaminent plus que les adultes pour plusieurs raisons. On le voit sur les photos, hein, ils mettent tous à la bouche, ils sont plus au ras du sol, où se trouvent les poussières qui renferment éventuellement les polluants, parce qu'ils respirent 2 fois plus vite que nous, donc ils respirent plus d'air éventuellement chargé de particules, et ils respirent plus par la bouche. Or le nez est un filtre, un des premiers filtres. Ils ont également une peau beaucoup plus perméable que l'adulte, et ils ont un système d'élimination qui est beaucoup plus lent, qui est encore en devenir. Donc les enfants sont plus exposés que les adultes, donc il faut être évidemment plus vigilant à l'environnement des bébés. Sur la pollution intérieure, chacun peut agir pour la réduire, encore faut-il en être informé, et c'est devant en fait tous ces constats que en 2014, l'ARS Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la stratégie régionale de prévention et de promotion de la santé environnementale, a fait le choix de faire de la petite enfance une priorité et donc de sensibiliser les parents aux polluants de l'environnement intérieur. Ils se sont rapprochés à ce moment-là du WECF, qui est un réseau international d'organisations féminines et environnementales, qui avait déjà créé dès 2008 en fait, des ateliers pour sensibiliser les jeunes parents à la présence et à la réduction de ces polluants de l'environnement intérieur. Donc une fois que l'ARS a eu l'outil pour agir, évidemment, ils ont sollicité les maternités et les professionnels de la petite enfance pour la diffusion de toutes ces informations auprès des parents, et c'est comme ça qu'en 2018. Voilà, donc depuis 2018, il y a eu la formation du personnel sur cette thématique qui était pour nous également une découverte. Donc l'hôpital s'est engagé dans cette démarche. Il y a eu un bilan diagnostique dans un premier temps pour savoir où nous en étions. Cela nous a aussi un peu chamboulé de découvrir qu'effectivement on avait
des choses qui posaient souci dans notre établissement, dans nos pratiques. Donc, c'était vraiment une remise en question que nous avons dû faire. Il y a eu la diffusion de l'information publique par différents supports, avec plus de temps d'échange avec les futurs parents, via notamment les ateliers nesting. Ensuite, sur les supports, par exemple, il y a eu la mise en place de cette plaquette qui a été réalisée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui est largement diffusée lors des consultations, par exemple, de suivi de grossesse, lors des ateliers nesting ou à la fin du séjour à la maternité, lors de la préparation du retour à la maison, vous aurez aussi cette plaquette. Donc, cette affiche, vous la verrez également dans les salles d'attente. Elle permet de repérer des thématiques du quotidien, dans lesquelles des actions simples peuvent être mises en place pour baisser l'exposition des bébés, des enfants à ces polluants qui nous entourent en fait. Par exemple, pour limiter sur les cosmétiques, on vous conseille de limiter le nombre, d'avoir des éléments simples, composition simple. Ensuite, dans une des salles d'attente, vous pourrez également remarquer ces affiches. Celles-ci ont été réalisées avec le CHU de Bordeaux, qui est également engagé dans cette démarche, comme toutes les maternités de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ces affiches, elles reprennent les mêmes thématiques, sauf qu'elles sont beaucoup plus visuelles, il y a moins de texte. Et puis, par exemple, on peut voir pour le change, du coton et de l'eau, c'est tout ce qu'il me faut. Voilà, des petites indications simples d'action qui nous permettent de limiter ces polluants. Ensuite, autre temps fort où l'on peut partager ces informations avec vous, c'est la journée de la naissance. Donc, habituellement, c'est proposé en novembre chaque année. Hélas, en 2020, vu le contexte sanitaire particulier, ça a été annulé. Cette journée, c'est effectivement un temps fort parce qu'on peut échanger sur plusieurs thématiques avec vous, sur la grossesse, sur l'accueil du bébé. Et sur la santé environnementale, nous vous proposions une chambre pédagogique, c'est-à-dire une chambre où on vous met en situation dans un lieu familier pour que vous puissiez identifier les différents polluants, vous aider à trouver une solution adaptée à vos besoins, à vos questions. Donc, toujours dans la même idée de vous permettre de limiter l'exposition aux différents polluants présents dans les logements. Donc, depuis 2018, nous avons mis en place les ateliers nesting qui sont dédiés à la santé environnementale pour les futurs parents et que l'on appelle les ateliers nesting. Donc, le but de ces ateliers, vous avez pu voir que dès le début de cette présentation, le domaine est assez vaste. Donc, lors de ces ateliers, nous vous accompagnons afin de repérer, comprendre, limiter, et tout ça pour accueillir bébé dans un nid sain, puisque Nest, c'est le nid sain. Donc, notre maternité s'est aussi engagée à la diminution de ces produits chimiques. Par exemple, nous avons eu toute une réflexion sur quel savon utiliser, réduire le plus possible le nombre d'ingrédients. Donc, on a aussi changé du coup en choisissant un savon labellisé EcoCert et Cosmebio. Sur cette même thématique aussi, on ne fournit plus les couches, donc ça vous laisse aussi libre choix de réfléchir à quelle couche acheter pour bébé. Voilà, il y a aussi l'alternative des couches lavables. Donc cette alternative, elle peut aussi faire peur. Donc on a mis en place des ateliers d'accompagnement avec l'association Zéro Déchet Bassin d'Arcachon. Donc ces ateliers physiques sont suspendus pour le moment, mais si la thématique des couches lavables vous intéresse, vous pouvez toujours les contacter pour avoir des conseils et un accompagnement. Ensuite, sur la thématique aussi du petit déjeuner, on a mis en place, toujours dans l'idée de limiter l'exposition aux produits chimiques, aux polluants, on a mis en place un petit déjeuner sans contenant en plastique, avec du vrai café et non pas du café lyophilisé, du vrai lait, de la confiture en vrac et non pas dans des barquettes plastiques. Et puis, au lieu d'avoir des petits gâteaux suremballés, des gâteaux industriels, on va plutôt donner une corbeille de fruits par séjour pour permettre d'avoir un petit encas à grignoter avec les fruits secs et oléagineux qui sont présents dans cette corbeille de fruits.
Donc avec les couches, voilà. J'en ai parlé tout à l'heure, je cherchais la diapo, désolée. Alors ensuite, on est aussi soucieux de la qualité de l'air intérieur, hein. Donc on a, lors de ce bilan de diagnostic avec Prémum Non Nocere, hein, cette agence qui nous a accompagnés, qui nous accompagne encore dans cette démarche, nous avons pu analyser la qualité de l'air de notre bâtiment et on a pu réaliser l'importance des choix dès le départ des matériaux qui sont en classe A+, par rapport aux émissions de COV et aussi l'efficacité de la ventilation, du renouvellement de l'air de nos bâtiments, puisque ça nous permet vraiment d'avoir une très très bonne qualité de l'air intérieur grâce à toutes ces décisions qui ont été prises en amont lors de la construction du bâtiment. Ensuite, nous savons qu'un polluant en moins, c'est une chance en plus. Et donc, une chance en plus important, et donc réduire l'exposition à ces substances qui agissent à bas bruit sur nos organismes et sur ceux de nos enfants, c'est vraiment toujours des actions utiles. Donc, dans le domaine du ménage, par exemple, notre pratique consistant à utiliser la vapeur, ça a été renforcée, puisque du coup, il n'y a pas de produits chimiques avec la vapeur. Et puis, nous avions fait le choix d'un détergent labellisé Écolabel. Et ça, bien sûr, ça a encouragé ces choix qui avaient été pris avant ce bilan diagnostique. Donc, récemment, l'ARS, l'Agence régionale de santé donc, de Nouvelle-Aquitaine, a édité une nouvelle plaquette afin d'accompagner l'hygiène indispensable dans le contexte sanitaire actuel de la Covid, tout en préservant un environnement sain pour les jeunes enfants. Donc cette plaquette, vous pourrez la consulter ou en salle d'attente, elle est affichée, ou sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Par exemple, elle met en avant le lavage des mains savon plus eau à privilégier au sein de la famille et à garder la solution hydroalcoolique uniquement lorsque c'est impossible d'utiliser l'eau et le savon, et du coup à réserver aux adultes. Elle rappelle aussi les bonnes pratiques pour le ménage au quotidien. Et puis, elle informe sur les produits à utiliser en cas de Covid au domicile et du bon usage de l'eau de Javel aussi. Donc, si ces thématiques vous intéressent, je vous invite vraiment à venir la consulter. Ensuite, nous avons étendu tout ce projet à la pédiatrie parce qu'il y a aussi des enfants qui sont tout petits en pédiatrie, et puis il y a tout le partage de ces informations, bien sûr, avec les parents. Donc, la démarche a été identique, hein, des prises de conscience, des axes d'amélioration à réaliser, et puis du coup, la mise en place de certaines pratiques petit à petit, hein, donc, pour limiter toujours l'exposition à ces produits qui sont problématiques. Donc, par exemple, on a mis en place des jouets plutôt en bois, des contenants en porcelaine ou en inox. On a revu voilà, les sirops qui sont donnés aux enfants pour la prise de médicaments, qui étaient vraiment des sirops avec des additifs. On les a choisis maintenant sans additifs. Voilà. Plein de petits domaines comme ça où on a pu agir, et puis également le savon, tout comme à la maternité. Donc voilà, nos futurs ateliers dans lesquels nous vous attendons. Donc là, on a illustré comment ça pouvait se mettre en place. Donc, c'est des groupes de 6 participants maximum. Donc, avec 1 ou 2 animatrices, ça fait un total de 8. Donc, c'est un lieu d'échange, de partage, de connaissances et de pratiques, hein. Donc, voilà, on essaie que chacun puisse venir participer, donner ses astuces, poser ses questions. Et donc là, on vous a résumé en quelques lignes des actions que vous pouviez voilà, mettre en place. Donc, par exemple, opter pour des produits ménagers naturels ou labellisés, respecter les consignes d'utilisation, éviter les sprays, éviter les cosmétiques ou les choisir labellisés, préparer la chambre du bébé en amont, au moins 1 mois avant l'arrivée du bébé, pour que les polluants aient le temps de s'éliminer ou de baisser en quantité. Opter pour du bois plutôt non aggloméré, une literie non traitée. Ne pas faire soi-même, quand on est enceinte, les travaux de peinture, par exemple. Consommer des produits frais de saison, lavés, épluchés, des ustensiles en verre, en bois, inox, porcelaine. Limiter les produits sans rinçage. Prendre des produits, bien sûr, qui sont sans parfum, labellisés ou avec une liste d'ingrédients courte. Donc, opter pour des jouets plutôt en tissu ou en bois non traité ou en latex.
et choisir plutôt des vêtements d'occasion et de toute façon toujours les laver avant de les utiliser. Donc ensuite, là, on vous a mis quelques labels fiables pour vous repérer. Durant l'atelier nesting, vous aurez 2 heures pour mieux repérer ces polluants, mieux comprendre et connaître les actions simples à mettre en place et aussi mieux identifier ces labels qui vous guideront. Voilà. Nous affichons les prochains ateliers, donc jusqu'au mois d'avril, et puis durant la semaine qui vient, on publiera de nouvelles dates. Merci de votre attention. On va peut-être répondre à quelques questions. En fait, souvent, les questions qui reviennent, c'est essentiellement autour du trousseau qu'on vous présente dans le livret de la maternité, où on vous marque donc de choisir un savon, éventuellement soit un pain sur gras pour respecter en fait l'hydratation de la peau du bébé. Et souvent les parents préfèrent des petites solutions liquides, donc on vous a mis également donc, dans ces versions un peu liquides, quand ils ne sont pas des savons végétaux, en fait des savons avec au moins un label Cosmebio. Donc le label qu'on a vu tout à l'heure, on vous le représente en fait, hein, vous voyez le petit logo Cosmebio. C'est des produits que vous trouvez très facilement en grande surface et qui vous permettent au moins de s'assurer qu'au niveau de la composition du savon, il n'y a pas d'éléments nocifs pour la santé. Évidemment, vous trouvez également des produits avec le label EcoCert. Donc tout ça en grande surface. On sait qu'il y a des produits aussi très intéressants dans les magasins Lidl. Avec ces petits labels. Donc, c'est vraiment des produits qui ne sont pas réservés à certaines personnes. Hein. C'est vraiment des produits sains et peu coûteux. Et en fait, quand on fait le tour des besoins du bébé, on s'aperçoit que en fait, on a besoin essentiellement de savon et d'eau pour s'occuper de la peau d'un bébé. On sait que souvent, les mamans ont tendance à vouloir mettre des choses sur la peau et on s'aperçoit que chez les nouveau-nés, même les nouveau-nés qui ont des peaux un petit peu sèches, quand les bébés naissent à terme, on s'aperçoit que moins on va agir sur cette hydratation trop au départ et mieux la peau va pouvoir s'adapter en fait elle-même. Donc, on vous recommande vraiment de ne pas mettre éventuellement de produits non rincés sur la peau d'un bébé, sauf indication particulière. Donc, en fait, voilà, donc, le lavage pour le bébé, les soins du bébé vont se résumer à ce qu'on avait dit un petit peu à la maternité, c'est-à-dire de l'eau, du coton, notamment pour les soins du siège, et un savon éventuellement, évidemment, si les fesses sont très sales. Et le point essentiel, en fait, pour maintenir la peau d'un enfant, c'est de bien sécher le siège avant de refermer la couche. Hein. On s'est aperçu en fait qu'en faisant ces pratiques-là, on diminuait de façon très très importante tous les érythèmes fessiers des enfants, puisque la peau des fesses a tendance à réagir à beaucoup de produits. Donc voilà, donc les consignes, c'est vraiment ne rien mettre sur la peau d'un bébé, le nettoyer, sécher bien la peau et de mettre la couche. L'autre question, c'était aussi au niveau du liniment, parce que du coup, le fait de se dire, je vais mettre quelque chose de naturel, en effet, le liniment, au départ, c'est quelque chose de très naturel, c'est une huile avec de l'eau de chaux, et puis en émulsion. Sauf que les dermatopédiatres nous disent que de plus en plus, ils voient apparaître en fait des réactions de la peau avec ces produits qui peuvent être des produits faits soi-même, avec des émulsions qui sont difficiles. Si vraiment on tient à mettre du liniment, il n'y a pas de souci. Le prendre au moins avec juste ces 2 éléments-là, voire un troisième qui est la cire pour l'émulsion, mais c'est toujours à conserver de façon très épisodique, on va dire. Durée courte. Durée courte. Quand on va chez le pédiatre, quand on se déplace chez quelqu'un, voilà. Mais le soin quotidien reste l'eau et le coton. Après, il y avait aussi la question du coup des textiles aussi.
Des vêtements des voilà. enfants. Hein. Il y avait des études en fait qui ont montré qu'il y a des résidus en fait de fabrication sur les vêtements qui peuvent être sensibilisants en fait pour la peau des enfants. Les enfants vont réagir à ces vêtements. Donc évidemment, on vous demande de venir avec des vêtements qui ont été lavés avant de le faire porter au bébé. Ça peut être également des vêtements d'occasion évidemment. Et tout ce qui est lessive, hein, on en parle un petit peu au niveau des ateliers, bien respecter les doses préconisées des fabricants et si possible chez les enfants, surtout s'il y a un petit terrain un petit peu allergisant, d'utiliser des lessives sans parfum. Bien sûr, pas d'adoucissant. Et donc on évite les adoucissants qui sont remplis de parfums qui peuvent durer plus d'une semaine. Voilà, en gros, les questions, hein, ça correspond un petit peu au trousseau qu'on vous demande. Voilà, évidemment, on vous attend aux ateliers pour de plus importantes informations. Puis ces ateliers durent 2 heures et on essaye en 2 heures de vous donner le maximum de repères en fait, pour que vous puissiez faire des choix sur la diminution de cette exposition aux différents polluants de notre vie quotidienne. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.